Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Le G5 Sahel est mort et ce depuis le second coup d'État au Mali. Cette annonce du président nigérian Mohamed Bazoum fait suite à la déclaration des autorités maliennes de transition de se retirer de toutes les instances de l'organisation sous-régionale. Quelles conséquences de cette décision des autorités de la transition malienne? Quel avenir pour le G5 Sahel? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie, il sera question de parler du Togo où 8 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes. L'attaque a été perpétrée par une soixantaine d'hommes venus d'un pays voisin. Quelles conséquences de cette progression de la menace terroriste? Comment aujourd'hui freiner ou limiter cette expansion de la menace terroriste dans la zone? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec nos invités. Dr Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, vous êtes directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal. Un plaisir de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Merci Monsieur Sow, tout le plaisir est pour nous. Bonsoir à vous et bonsoir aux éditeurs. Bonsoir Monsieur. Bonsoir à vous et merci également Abdou Karim Diakhaté, un confrère, journaliste, analyste politique et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci également Karim d'être là avec nous. Merci Daouda et merci également à l'ensemble des téléspectateurs de Midi 1 et également à ma co-débattrice Madame Ndiaye. Et nous restons avec vous, Karim. L'opposition de certains États membres du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée à des manœuvres d'un État extérieur à la région, visant désespérément à isoler le Mali. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole aujourd'hui du gouvernement malien de transition. Que pensez-vous aujourd'hui de cette décision des autorités maliennes de se retirer du G5 Sahel? Écoutez, Daouda, la déclaration du président nigérien Mohamed Bazoum est certes lapidaire, mais elle est conforme à la réalité. En fait, effectivement, il y a de facto la mort annoncée du G5 Sahel. C'est vrai que les autorités maliennes ont fourni un certain nombre de raisons qui les ont poussés quand même à sortir de cette structure régionale, mais il faudrait rappeler les conditions dans lesquelles effectivement le G5 Sahel a été mis sur pied. Il faut se rappeler qu'il y était question avant de faire en sorte qu'il y ait une prévention des risques sécuritaires en fait au niveau donc de la zone du Sahel, avec ce qui s'était passé au niveau de la Libye à l'époque, avec les groupes armés qui s'étaient un peu repliés donc dans ce no man's land constitué en tout cas par la bande sahélienne entre la Mauritanie et le Tchad et même au-delà, ce qui a fait donc que au niveau même de l'Union africaine, il y avait ce qu'on a appelé l'agenda en fait de paix et sécurité qui prenait en compte un peu ces menaces sécuritaires, mais il a fallu mettre en place effectivement le cadre de lutte contre le terrorisme avec le G5 Sahel pour voir effectivement des efforts menés en direction en tout cas de la lutte, d'une lutte efficace contre en tout cas les groupes armés qui proliféraient un peu dans cette région-là. Maintenant, qu'est-ce que la sortie du Mali va amener comme conséquences immédiates? Il est évident que de facto, on va avoir une situation très difficile parce que le Mali avait une situation de centralité. Vous savez qu'il y a 3 fuseaux au niveau donc du G5 Sahel, un fuseau ouest où le Mali... Mais est-ce que la situation n'était pas déjà difficile? Déjà, il y a le problème du financement du G5 Sahel. À côté aussi, certains pays aujourd'hui, membres de ce G5 Sahel-là, avaient connu aussi des coups d'État, que ce soit le cas du Burkina Faso, du Mali, ou bien du Tchad, qui jusque-là assure la présidence tournante qu'elle devait passer au Mali. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes aussi n'ont pas précédé ce retrait-là du Mali de cette organisation? Absolument, il faut l'accepter. Effectivement, c'est parce qu'il y a eu effectivement ces coups de force, ces coups d'État militaires, que la situation s'est un peu plus ou moins, disons, amplifiée. Mais en réalité, je pense que le mal qui guettait le G5 Sahel était plus profond, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses qui avaient été faites
par les bailleurs de fonds, les partenaires financiers, en tout cas donc, au financement donc, de la structure, qui n'était pas suivi des faits. Cela avait amené une certaine situation. Maintenant, effectivement, cette situation de, je ne dirais pas de non-droit, mais le fait qu'il y ait des gouvernements, disons, des transitions en cours, a amené effectivement cette situation que l'on a pu voir actuellement. Maintenant, il est évident qu'on va certainement y revenir après, mais la sortie du Mali va certainement amener des conséquences déjà immédiates et on va véritablement vers une situation ingérable. Docteur, le Mali quitte le G5 Sahel, mais compte garder les relations bilatérales avec ces pays qui sont membres du G5 Sahel. Mais est-ce que le pays aussi, de plus en plus, n'est pas en train de s'isoler? Les accords de défense rompus avec la France, les sanctions de la CEDEAO, des forces étrangères ou bien un groupe privé de sécurité aujourd'hui qui vient les aider à lutter contre le terrorisme. Est-ce que ce n'est pas risqué aussi pour un pays comme le Mali, face à tout ce qui les attend comme défi, de s'isoler de la sorte? Je pense que c'est, comme l'a dit un peu M. Diakhaté, actuellement, en fait, le Mali n'a presque plus rien à perdre. Je pense que le Mali est en train de jouer sa dernière carte parce que la présidence du G5 Sahel, comme vous venez de le dire, devait revenir au Mali. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le bilan aujourd'hui du G5 Sahel après 8 ans? 8 ans où on peut dire que l'organisation même a toujours été en agonie. L'organisation avait 2 missions principales, il faut le rappeler. Une mission donc, de lutte contre l'insécurité. L'insécurité, donc le G5 Sahel n'a jamais pu résoudre. Donc en plus même de l'extrémisme violent et du terrorisme, après, on a eu les défis dus aux attaques ou bien aux conflits intra- et intercommunautaires. Et depuis que le G5 Sahel a été mis en place, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, la région des 3 frontières est devenue quand même presque un no man's land. Et le deuxième objectif, comme on peut le dire comme ça, du G5 Sahel, en plus donc de lutter contre l'insécurité routière, c'était de promouvoir le développement de cette zone. Aujourd'hui, en termes de développement, si on fait le bilan, qu'est-ce que le G5 Sahel a pu résoudre en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'accès à l'eau potable? Les IDPs, les déplacés internes, se sont même multipliés au sein du G5 Sahel. Mais est-ce que cela n'est pas dû au fait que le G5 Sahel aussi n'avait pas les moyens de sa politique, puisque la question des finances... J'y viens parce que aussi, il faut quand même dire qu'il y a eu beaucoup de défis que le G5 Sahel n'a pas pu résoudre. En résumé, les problèmes de sécurité humaine. Le G5 Sahel n'a pas pu les résoudre. Et aujourd'hui, si la présidence, je pense même que les Maliens ont bien fait, parce que la présidence du G5 Sahel devait revenir au Mali, alors que les problèmes de sécurité du G5 Sahel sont gérés par Interpol. Et Interpol, c'est qui? C'est la France, alors qu'aujourd'hui, le Mali a rompu en fait ses relations militaires, policières avec la France. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit tantôt le président Bazoum, c'est une mort peut-être précoce, mais on peut même dire au fond que le G5 Sahel est un bébé mort-né. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, les problèmes financiers se sont toujours posés. Et aujourd'hui, la force même du G5 Sahel n'a jamais pu se mettre en place. Et je pense qu'on doit peut-être aller vers la CEDEAO qui est en train de mettre en place donc, une force conjointe. Donc ce qu'on devait, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les 430 et quelques millions de dollars qu'il fallait pour mettre en place une bonne force donc, militaire et policière au niveau du G5 Sahel, les États ne l'ont jamais réussi avec les partenaires. Et aujourd'hui, donc, il faudrait peut-être essayer de les réinjecter au niveau de la force conjointe de la CEDEAO. Donc par là, on peut comprendre qu'aujourd'hui, cette organisation est aussi appelée à disparaître. Si aujourd'hui, on réoriente ces financements-là vers la CEDEAO. Mais le G5 Sahel, c'est combien de pays? 5 pays. Sur les 5 pays, on a 2. Aujourd'hui, après le Mali, on a eu le Burkina Faso, mais également le Tchad, qui est en transition démocratique, entre guillemets transition, parce qu'on cherche à rétablir l'ordre constitutionnel. On a 2 coups d'État militaires, on a aussi le Tchad aussi, qu'on le veuille ou pas, donc c'est un conseil militaire de transition. Il reste qui? Le Niger et la Mauritanie. Est-ce que le Niger et la Mauritanie ont les reins assez solides pour soutenir ces 5 pays avec toutes ces questions? En plus, on parle de l'insécurité alimentaire à cause du changement climatique. Donc, c'est un réel problème. Je pense que le Mali a rejeté
avant, en fait, de tomber dans le piège donc, de la direction de cette organisation donc, qui est en souffrance. Aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans ce pays-là et dans la zone Sahel, quelle incidence aujourd'hui est-ce que cette nouvelle décision peut avoir sur la sécurité d'abord au nord Mali, dans cette zone où le pays est confronté à cette insécurité, et également par rapport à la question au Sahel, puisqu'ils ne peuvent pas juste résoudre la question de la sécurité dans leur localité et laisser de la zone Sahel, sinon ce sera balayer sa cour et puis les choses vont revenir. Mais parfaitement, on a pu dire effectivement que le Mali avait déjà une position centrale et donc sur les 3 fuseaux du G5 Sahel, le Mali était représenté dans les 2 fuseaux avec le Niger. Et il faut rappeler également que la force conjointe qui devait comporter 5000 soldats devait avoir 7 contingents et sur ces 7 contingents, le Mali devait en avoir 2, comme le Niger du reste. Donc, penser qu'il y ait déjà les contingents du Mali qui ne participent pas, ce sera effectivement, disons, ouvrir la porte à d'autres incursions de groupes armés. Mais le grand problème, c'est effectivement comment pouvoir gérer les problèmes au niveau de la frontière entre le Mali et la Mauritanie d'une part, les problèmes au niveau de la zone des 3 frontières, Mme Ndiaye l'a rappelé tout à l'heure, au niveau du Liptako-Gourma, où le Mali, effectivement, était associé avec le Niger et le Burkina Faso. Et il y a également l'apport des soldats tchadiens. D'abord, restons sur cette question de la gestion des frontières entre le Mali et la Mauritanie. Déjà, les pays ont de bons rapports aujourd'hui diplomatiques. La Mauritanie a beaucoup soutenu le Mali à la suite des sanctions de la CEDEAO et également de l'UEMOA. Mais dernièrement également, on a noté beaucoup d'incidents entre ces 2 pays. Donc, est-ce que déjà un problème ne se pose pas même pour sécuriser aujourd'hui la frontière avec son bon voisin qui est la Mauritanie, avant de parler de la zone Sahel ou de la zone du Liptako-Gourma? C'est un réel problème. En réalité, on a pu dire, il n'y a pas très longtemps, que le Mali était un pays failli, en évoquant un peu ces problèmes justement de sécurité au niveau de ses frontières. Le Mali est quand même un pays immense. Et vous savez, la frontière avec la Mauritanie représente presque plus d'1 millier de kilomètres. Par conséquent, il est très difficile de pouvoir mettre en place une armée conjointe qui puisse assurer un peu la sécurité au niveau de la frontière. D'ailleurs, même dans ce cadre-là, qu'en dehors même du G5 Sahel, il y a ce qu'on a pu appeler le groupe d'action rapide, le GARCI, avec tout ce qui a pu se faire. Dont le Sénégal est d'ailleurs membre. Les forces de gendarmerie sont postées à Kidira, à la frontière avec le Mali. Absolument, absolument. Donc il y a eu les problèmes que vous avez évoqués entre le Mali et la Mauritanie, mais je pense que le plus important, surtout pour le G5 Sahel, c'est surtout au niveau de la gestion des 3 frontières. Parce que c'est là où effectivement on a un peu le ventre mou du dispositif. Parce que vous savez qu'il y a eu même des soldats tchadiens, 2 contingents, 1200 hommes, qui étaient venus là-bas pour un peu aider à cela. Un contingent réduit de moitié par Mohamed. Réduit de moitié. Et le danger également qui guette, c'est que même le Tchad est en train un peu de vaciller de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a eu les manifestations conduites par Wakil Tamat et l'arrestation même de Max Loangar par rapport un peu à la présence des Français. Par conséquent, on est dans une confusion telle qui ne permet pas quand même le retour de la sérénité. Et comme Mme Ndiaye l'avait justement rappelé, je pense que le G5 Sahel a failli un peu dans la mise en œuvre des projets de développement qui étaient censés venir, en tout cas, régler la donne. Parce que c'est vrai qu'on a pu dire qu'il n'y avait pas le tout militaire, le tout sécuritaire. Il fallait un peu s'occuper des aspects de développement et autres. Il y a eu, c'est vrai, un projet, un programme d'action prioritaire, mais on a pu voir effectivement sur le terrain que malheureusement depuis 2018 que cela avait été mis en place, ce qui a été obtenu comme résultat est quand même assez une part congrue. 207 millions d'euros sur pratiquement, disons, 400 millions d'euros, autour de 430 millions de dollars qui étaient prévus. Par conséquent, effectivement, il y a eu beaucoup de lacunes et certainement un redimensionnement peut-être du G5 Sahel ou de la force conjointe pourra y aider. Bon, mais je ne suis pas tellement optimiste par rapport à l'entrée en place de la force de la CEDEAO. Parce que depuis quelques années qu'on en parle, la force en attente reste toujours à l'état, disons, de force en attente qui attend toujours d'être opérationnelle.
aujourd'hui le Mali avec son nouvel allié aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme compte ou bien en tout cas fait beaucoup d'annonces, beaucoup de victoires face aux terroristes ou bien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans cette zone-là du pays. Par rapport à cela, que pensez-vous de cette nouvelle approche aujourd'hui, surtout sur le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, cette nouvelle approche adoptée par les autorités maliennes de transition? Je pense qu'on doit le prendre avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Jusqu'à présent, en fait, on parle de forces privées, de sociétés privées russes. Tantôt, les autorités maliennes, en fait, ils l'acceptent. Tantôt, ils mettent en avant, au fond, l'action des FAMA. Et tantôt, ils rejettent, en fait, les apports des forces Takuba, Barkhane et tout. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut surtout signaler, que les gens n'en parlent pas, la MINUSMA est toujours au Mali. On n'en parle pas. Quel est aujourd'hui le rôle que joue la MINUSMA? Et d'ailleurs, rencontre du Conseil de sécurité est prévue en juin. Et l'annonce faite par le secrétaire général Guterres, c'est qu'aujourd'hui, la MINUSMA n'est pas encore prête à quitter le Mali, surtout dans la situation dans laquelle se trouve le pays. Oui, mais la MINUSMA avait une mission. Et aussi, on avait revu aussi la mission de la MINUSMA. Aujourd'hui, cette mission de la MINUSMA, depuis que les nouvelles autorités ont pris le pays, si je peux le dire comme ça, parce que on parle de coups d'État militaire, d'autres trucs. Donc, mais aujourd'hui, depuis que le Mali est dirigé par une nouvelle force, donc on ne parle plus de la MINUSMA. Et on parle des FAMA, et vous avez dit des groupes russes. Mais il faut faire un bilan. Il faut évaluer aussi l'action de ces groupes, parce que tantôt on parle d'exactions, parce que aussi les populations aussi payent le prix. Il y a beaucoup d'exactions. Il faut éviter aussi que les conflits communautaires qui avaient déjà démarré avant leur arrivée ne s'aggravent, parce que de plus en plus on parle entre guillemets, je préfère dire entre guillemets, parce que c'est des informations qu'il faut encore une fois prendre pour des pincettes, des peuls en fait. Qui seraient tués en masse. Donc, les conflits, bon, c'est plus conflit éleveur-agriculteur. C'était éleveur-agriculteur, donc avant, donc ces autorités ne prennent le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est carrément des villages où on vient, des civils, donc on parle d'extermination même, de villages entiers, donc par des milices. Et jusqu'à présent, certains disent que c'est les milices russes, et d'autres disent en fait que sont les FAMA, d'autres disent que sont les terroristes, mais l'armée communique. Et sur cette question-là, le colonel Maïga avait annoncé une enquête en cours et ils avaient fait savoir que les autorités de transition, en tout cas, n'hésiteraient pas à sanctionner si des FAMA sont concernés ou bien sont mêlés à cette affaire. Mais juste peut-être là où se trouve le dilemme, c'est le fait que par rapport à toutes ces exactions aujourd'hui, jusqu'à présent, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains n'est pas autorisé à se déplacer dans la zone et aller mener une enquête indépendante. Parce que qui doit mener l'enquête? Parce qu'il faut que l'enquête soit indépendante. L'enquête ne doit être menée ni par le Mali, ni par la France, ni encore moins par les Russes, parce qu'il faut le dire aussi, c'est une force de sécurité privée. C'est une force de sécurité privée qui n'a jamais été officiellement acceptée par les autorités maliennes. Donc aujourd'hui, on doit faire le bilan. On doit faire le bilan de la présence, parce que déjà, ils sont présents depuis quand? On ne peut pas le déterminer. Pour l'instant. En tout cas, on n'a pas une date officielle. Mais on sait, par X, Y, Z canaux, qu'en fait, que c'est eux qui sont là-bas. Donc, une société privée qui n'a pas une mission définie, qui n'a pas une mission transparente, avec des objectifs donc transparents, aujourd'hui, je suis désolée, mais on ne peut pas leur attribuer certains succès. Par contre, après une enquête indépendante, là, on pourrait situer les responsabilités et on pourrait voir vraiment, effectivement, qu'il y a eu des avancées depuis le départ ou pas des forces, je ne dirais pas françaises, parce que c'est des forces donc étrangères. Donc, il faut, comme je l'ai dit tantôt, la MINUSMA y est jusqu'à présent. Est-ce que la MINUSMA continue de remplir sa mission? Il faudrait qu'on ait des réponses.
comment est-ce que les autorités maliennes jusqu'à présent acceptent la présence et l'accompagnement de la MINUSMA, parce que je pense qu'il faut dialoguer. Là, ils sont toujours ouverts au dialogue. S'ils se retirent du G5 Sahel, s'ils ne reconnaissent pas la CEDEAO, s'ils chassent en fait les forces françaises, donc au fond, aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé. Donc, est-ce que le Mali n'est pas en train de s'isoler? Mais heureusement qu'on a les autres pays africains, dont aujourd'hui même le président Macky Sall, qui est sensible un peu à la situation du Mali, parce qu'on voit même, il a été interpellé même par des citoyens maliens. Aujourd'hui également, il ne faut pas oublier que cette situation au Mali n'arrange pas le Sénégal, du point de vue économique et même du point de vue sécuritaire. Parce que vous avez vu, on va l'aborder tout à l'heure, donc ce qui s'est passé au Bénin, ce qui s'est passé au Togo, donc ils sont aux portes du Sénégal. Ce n'est pas pour rien que le Garci donc, a été mis en place et qu'aujourd'hui, donc le Sénégal donc, a une attention particulière au niveau des frontières que le Sénégal partage avec le Mali et surtout dans la zone est du Sénégal. Donc je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de désinformations. Bon, c'est le rôle des médias sociaux, mais également des journalistes. Et surtout des informations de part et d'autre et beaucoup d'accusations également de part et d'autre venant des autorités maliennes, venant des autorités françaises et j'en passe. Et Karim, on reste avec les FAMA, les forces armées maliennes. On a constaté récemment une annonce en tout cas officielle venant de ces autorités qui ont parlé d'un coup d'État déjoué dans le pays. Ils accusent aujourd'hui des militaires dits et officiers dits progressistes, aujourd'hui instrumentalisés selon les autorités maliennes par une force étrangère. Aujourd'hui, est-ce que cela ne témoigne-t-il pas d'un certain malaise aujourd'hui au sein même des rangs? Si après 2 coups d'État au Mali, on parle encore d'un 3e qui a été déjoué. On peut effectivement parler de malaise parce que si vous vous rappelez, il y a 1 an, le président de la transition, Assimi Goïta, a échappé à ce qu'on a pu appeler un attentat au niveau de la grande mosquée de Bamako. C'est vrai qu'il y a quelques jours, ils ont annoncé une tentative de coup d'État qui a avorté, avec donc des officiers qui ont été arrêtés. On a parlé du colonel Ibrahima Keïta. Mais ce qu'on oublie également, c'est qu'il y a effectivement quelques jours, on a arrêté un ancien chef d'état-major général de l'armée malienne, Moussa Bemba Keïta, qui a été ministre de la Sécurité sous Ibeka. Cela pour dire qu'effectivement, il y a comme un sentiment de confusion, je dirais de malaise en tout cas, au sein des troupes. Mais au niveau quand même de la junte, je pense que ceux qui sont actuellement au pouvoir à Bamako ont suffisamment de présence pour un peu faire en sorte que toutes ces menaces soient plus ou moins, disons, réglées quelque part. Mais de toute façon, il est évident que tout cela tient à un seul cadre. Il est évident que depuis quelques jours, depuis quelques mois plus tôt, le Mali avait décidé de manière souveraine, à partir de leurs assises de concertation nationale, de faire en sorte que la loi de programmation militaire puisse s'élargir à d'autres partenariats. C'est dans ce cadre qu'ils avaient effectivement fait appel à des groupes paramilitaires russes. Madame Ndiaye en a parlé. Et Wagner, qui est connu comme étant un groupe privé, a envoyé des gens. Les FAMA, les forces armées maliennes, effectivement, ne peuvent pas, disons, se déployer au niveau de l'ensemble du territoire. On l'a dit et redit. Il y a des zones du Mali qui sont pratiquement des zones de non-droit. On a parlé de Kidal, je ne pense même pas à Guelok, plus au nord, mais au niveau de Gao, Tombouctou, il y a des difficultés. C'est vrai qu'il y a eu des succès, il faut le dire, avec les FAMA, au niveau en tout cas de certaines zones, au niveau surtout de la... Mais pour rejoindre aujourd'hui Madame Ndiaye, est-ce qu'on pourrait l'appeler des succès dans la mesure où c'est avec l'appui aussi de ce groupe de sécurité privée que ces succès ont eu lieu? Juste sur un dernier point, nous sommes presque à la fin, Madame Ndiaye, c'est par rapport au président nigérian Mohamed Bazoum qui a fait savoir aux Européens que la guerre en Ukraine a montré que les Occidentaux avaient aujourd'hui les moyens, qu'ils avaient l'argent aujourd'hui pour financer le G5 Sahel, surtout dans cette politique de lutte contre le terrorisme. D'où son invite à davantage aujourd'hui faire pour le Sahel. Une invite au président français Macron comme à ses homologues aujourd'hui européens. Mais est-ce que cela ne doit pas amener nos chefs d'État aujourd'hui à repenser nos mécanismes de lutte contre le terrorisme avec des solutions plutôt endogènes?
Parfaitement d'accord, des solutions endogènes, une sécurité collaborative, donc mettre l'accent en fait sur la collaboration civilo-militaire, mais surtout et surtout que les Africains pensent à se prendre en charge au lieu d'attendre toujours des autres. Parce qu'au fond, il est question d'intérêt. Aujourd'hui, si les Européens, comme vous venez de le dire, ont mis la main à la pâte, excusez-moi du terme, pour l'Ukraine, c'est parce qu'il y a des intérêts. C'est le pétrole, c'est le blé. Mais aujourd'hui, c'est aux Africains, en fait, de leur montrer qu'ils ont intérêt. Mais il y a aussi des intérêts dans le Sahel. Oui, c'est aux Africains de remonter, en fait, de leur montrer les intérêts qu'ils ont au Sahel, parce qu'effectivement, on a tous ces minéraux et on a le gaz du Sénégal, effectivement le pétrole du Sénégal, mais au niveau du Sahel, tous ces minéraux qu'on utilise pour les téléphones, pour l'aviation, pour la logistique. L'uranium du Niger. Donc, il faut en fait revoir les contrats et dialoguer donc vraiment avec ces Européens. Je pense que c'est aux Africains, surtout aux hommes d'affaires, mais nos hommes d'État. Je pense au dernier forum de Dakar, le président Bazoum, il a fait une analyse. Et parlant de forum de Dakar sur la paix et la sécurité, il commence aussi à se poser un problème de sécurité dans le golfe de Guinée, puisque de plus en plus l'on note des attaques terroristes dans des pays comme le Togo ou bien le Bénin. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Docteur Ndiaye, 8 morts et 10 blessés chez les forces de défense et de sécurité togolaises. C'est le bilan de la dernière attaque subie au niveau de la frontière. Les assaillants sont arrivés à moto depuis le Burkina voisin. Il se pose ainsi deux questions, celle de la sécurité à nos frontières, mais aussi du modus operandi, c'est-à-dire l'usage des motos pour commettre leurs forfaits. Et d'ailleurs, vous avez mené des recherches dans ce sens-là, dans beaucoup de pays dans la zone Sahel. Qu'en est-il d'abord ressorti? Je pense que Partners West Africa, que j'ai l'honneur de diriger, avait pu bénéficier d'un projet intitulé Sahel Road Safety Initiative, qui était financé par le gouvernement américain, qui nous a permis de voir que nos populations étaient culturellement liées par un moyen de transport, qui sont les motos, les 2 roues en général. Et aujourd'hui, ce sont ces moyens de transport qui sont de plus en plus utilisés par les terroristes. Pour 2 raisons, donc je viens de dire, donc culturellement liés, mais également, on a des zones grises, comme M. Diakhaté l'a dit tout à l'heure, au niveau des frontières. Et avec ces motos, ils passent facilement à travers les frontières, à travers les zones grises où on n'a pas de checkpoint. Donc d'où la facilité. Il faut voir au Niger, au Nigeria, au Togo, comme vous venez de le dire, même au Bénin, on parle des Émidians, de Jakarta au Sénégal. Donc, ce sont ces motos qui sont de plus en plus utilisées, non seulement pour perpétrer les attaques terroristes, mais aussi les rapts de jeunes filles, dernièrement, ont été utilisés par ces motos. Et malheureusement, le président Bazoum l'avait bien rapporté au forum de Dakar sur la paix et la sécurité, mais il me semble que les gens n'ont pas bien saisi en fait la portée de son discours. Donc l'utilisation des 2 roues, donc il faut de plus en plus mettre quand même un accent particulier sur ces moyens, mais également ce modus operandi. Et on a une expansion des 2 roues dans les grandes capitales africaines, du fait certes des embouteillages, mais également en plus de l'utiliser, mais également ces terroristes recrutent les jeunes vulnérables avec ces 2 roues. Donc ils leur offrent une moto. Et c'est avec ces motos après qu'ils vont perpétrer donc, les attaques, les crimes transfrontaliers, mais également ils vont aider également à amener les actions. Et je pense que puisqu'on vient donc de ce qui se passe dans la zone, les autorités sénégalaises quand même l'ont bien compris. Et depuis longtemps, donc dans la zone que partage le Sénégal avec le Mauritanie et le Mali, donc on a
ce qu'on appelle au niveau de Guidimaha, on a donc les autorités donc, de ces 3 pays qui font des opérations depuis un peu plus de 20 ans, je pense. Et aujourd'hui, maintenant, au niveau de la zone Est, donc on a le Garci, mais on a aussi les opérations Fagaro. Et maintenant, ces autorités prennent Fagaro, de plus en en Wolof, plus... qui veut dire prévention. Prévention. Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, les bases de ces groupes terroristes donc, sont au niveau du Burkina et du Mali. Et ils vont maintenant au niveau du golfe de Guinée, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, et récemment, donc le Bénin, c'est l'année dernière qu'on a eu au mois de novembre, la première attaque. Et après, récemment, au mois de février, le Bénin a enregistré une deuxième attaque. Après le Bénin, c'est le Togo. Mais pourquoi? Parce qu'ils profitent en fait de cette période. Parce qu'il ne faut pas occulter que la Covid aussi a accentué la paupérisation de cette zone avec ces jeunes qui sont frustrés, ces jeunes en fait émigrés, clandestins, retournés, donc qui sont vulnérables, mais également le manque d'éducation et ces jeunes également qui ont un certain niveau, qui ont des diplômes, qui sont frustrés, l'injustice sociale fait qu'il y a de plus en plus en fait de désœuvrés et de vulnérables qui sont prêts donc à être enrôlés et ces groupes terroristes sont assez puissants, il faut le dire. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils vont profiter de ces frontières. Il faut le dire que nos frontières sont trop poreuses, mais également, on est toujours dans la zone CEDEAO. On a la libre circulation des personnes et des biens. On note également à côté l'expansion aujourd'hui de ces groupes terroristes qui de plus en plus progressent aujourd'hui vers le golfe de Guinée et cherchent à atteindre aujourd'hui les côtes africaines. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce souhait ou bien cette progression-là de plus en plus de ces groupes terroristes vers cette zone-là? En réalité, les groupes armés, les groupes terroristes n'ont jamais en fait caché leur dessein de faire une jonction entre donc, disons, le Sahel et le golfe de Guinée en fait, et l'océan. Pour une simple raison, pour avoir des débouchés qui leur permettent éventuellement de pouvoir avoir du matériel, en tout cas de la logistique pour mener des actions. D'ailleurs, Mme Ndiaye l'a rappelé, c'est vrai qu'il y a la porosité des frontières, mais il y a également des aspects géographiques. Vous savez qu'au niveau, par exemple, entre le Burkina Faso et le Bénin, il y a ce qu'on peut appeler des parcs nationaux, comme avec la Côte d'Ivoire également et le Togo, ce qui fait qu'il y a des difficultés pour les États, les deux États, de pouvoir assurer une surveillance. D'ailleurs, l'attaque de février justement, au Bénin a eu lieu exactement, dans un parc. C'était au parc national de la Pendjari. De la Pendjari. Déjà, il y avait 2 Français qui avaient été kidnappés à l'époque et leur guide avait été tué. Et de l'autre côté également, au niveau du Burkina Faso, il y a le parc national d'Arli. Donc c'est ça qui contribue un peu à disons, cet état de fait. Et effectivement, avec ces motos, ces moyens de locomotion, il y a donc cet aspect culturel, c'est vrai, Madame l'a parfaitement bien rappelé, mais il y a également ce besoin de se mouvoir un peu dans cette zone qu'on ne peut pas appeler un no man's land, parce que quand même il y a un habitat et tout, mais il y a cette porosité qui s'ajoute à une situation un peu, disons, conflictuelle aussi avec tous les problèmes intercommunautaires. Mais je pense que certains États comme le Bénin et le Togo ont pris quand même des mesures. Au niveau du Bénin, il y a l'agence béninoise de gestion intégrée des frontières qui a effectivement mis en place un système pour régler ces vulnérabilités dont vous avez parlé et qui consiste un peu à aider les communautés de base un peu à prendre en charge un peu leur vie au niveau local en s'appuyant un peu sur les comités régionaux de développement avec plus ou moins de succès. Au niveau du Togo, il y a un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Il est vrai que ce sont des actions qui devraient être pérennisées, qui ne sont pas suffisamment menées à bon compte, mais il faut se féliciter que de telles initiatives existent. Et justement, également rappeler qu'au niveau régional, il y a justement l'initiative d'Accra, avec la jonction entre ces différents États, parce que depuis l'attaque perpétrée à Bassam, en Côte d'Ivoire, en 2016, et les pays côtiers ont vu la nécessité de mutualiser leurs forces pour faire face à cela. En 2016, j'ai pu voir au niveau de Lomé un sommet qui avait été organisé par l'Union africaine
et il était question un peu de régler tous ces problèmes de terrorisme et également les problèmes au niveau de la côte ouest africaine. Même les problèmes de piraterie maritime avaient été intégrés et on avait pu voir effectivement qu'il y avait un déficit aussi bien de communication et un déficit d'intervention des différents États. Parce que, bon, c'est vrai que quelque part, les gens pensaient qu'il y avait, bon, des budgets un peu pour assurer aux différentes armées leur rôle régalien d'assurer un peu la sécurité au niveau des frontières, mais avec des motos, comme Mme Ndiaye l'a dit, il est très difficile de contrôler déjà les entrées et sorties des différents groupes armés, et cela a amené ce qu'on a pu voir au Burkina Faso avec les attaques et ce qu'on voit récemment au niveau du Togo et du Bénin. Et on reste avec ces motos-là. Comment aujourd'hui allier à gérer tout cela? Est-ce que ce sont des thématiques ou des points que vous avez traités dans ces recherches-là ou bien dans ces domaines sur lesquels vous avez travaillé? Parfaitement, parce qu'au fond, il faut dire que la plupart de ces motos viennent par pièces détachées, donc ne sont pas identifiées. Donc, ils n'ont pas de CMC, ils n'ont pas d'assurance, et donc, du coup, ils ne sont pas contrôlables, entre guillemets, par les forces de défense et de sécurité. Ça, c'est un gros problème. Et le rôle de la douane dans tout cela? Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je pense que les autorités sénégalaises en sont conscients. Et aujourd'hui, il faudrait que l'État s'autosaisisse de ce dossier. Et que l'État puisse accompagner. Bon, je peux donner l'exemple de l'État du Sénégal qui a, en un moment, parce que la plupart aussi n'ont même pas de permis. Alors qu'il faut des permis, ils ont des motos de 125 cm3 et plus. L'État du Sénégal a essayé de les accompagner, par exemple, pour même l'obtention du permis. Mais il faudrait aussi accompagner la dématérialisation. Parce que aussi, je pense qu'il faut informatiser. Essayer donc de proposer à ces jeunes, en substitut d'autres motos plus modernes, que les États pourront gérer. On a la digitalisation également. On a également des motos qui puissent être identifiées. Ils sont aussi organisés, le système des GPS, c'est pour ça que j'ai parlé de digitalisation, qu'on puisse reconnaître, qu'on puisse tracer également ces motos, mais également, aujourd'hui par exemple au Sénégal et dans la plupart de ces pays, ils sont organisés en association et en fédération. Pourquoi pas mieux les organiser, accompagner la modernisation en fait de ces mototaxis, il faut le dire, la plupart c'est des mototaxis, mais également accompagner l'obtention des pièces afférentes à la conduite, bon, pour savoir qui est, et comme on va le faire pour la presse avec des cartes de presse, des cartes même de conducteurs moto Jakarta, donc qui seraient identifiées et qui est qui. Je pense que c'est quand même, c'est quelque chose qu'on met nous un peu à Partners West Africa, qu'on peut proposer comme début de solution et on pourra toujours réfléchir, donc d'autres volontés vont apporter quelque chose. Et Karim, les régions de l'Est et des Cascades au Burkina Faso ou celles de Sikasso et du Caille au Mali constituent des bases arrières qui permettent aujourd'hui aux groupes terroristes de s'étendre dans des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou bien même le Togo. Aujourd'hui, de plus en plus aussi, d'autres pays comme le nôtre ne sont pas épargnés, même s'ils misent beaucoup dans la prévention. Par rapport à cette expansion de la menace, ne risque-t-elle pas aujourd'hui de se nourrir de toutes les fragilités que nous avons rappelées ici? Mais absolument. Vous avez évoqué des zones qui constituent en soi-même des no man's land. Justement, parce que ce sont souvent des zones difficiles d'accès. Et ce qu'il faudrait ajouter également, c'est que de part et d'autre des frontières, en plus de la porosité, on l'a dit, parce que les communautés de base qui vivent au niveau de ces zones-là n'ont pas de problème pour aller et venir. Par conséquent, il y a un peu, je ne dirais pas une complicité de fait, mais c'est parce que ces groupes armés très souvent descendent dans ces zones, soit pour se ravitailler, soit pour en tout cas venir au niveau de ces comités de base pour en tout cas créer un marché local. Et cela est quand même au bénéfice des populations. Par conséquent, il y a effectivement un effort à faire. Pour un peu compléter ce que Madame disait, je pense qu'il y a un exemple intéressant en Côte d'Ivoire où le gouvernement avait mis en place un budget de 8 milliards pour aider un peu les jeunes qui sont en tout cas dans ces zones-là, un peu pour leur éviter le saut vers cet inconnu-là. Je pense que cela peut être répliqué au Togo ou au Bénin. Au Bénin qui a quand même une situation assez particulière, parce que le Bénin est presque encadré par des pays qui ont, disons, des difficultés avec le terrorisme. Déjà au nord-ouest, il y a le Burkina, au nord le Niger avec ses problèmes également, et
de l'autre côté à l'est avec le Nigeria et Boko Haram. Par conséquent, tous ces pays ont des difficultés un peu pour gérer leurs frontières. Et il y a aussi un autre aspect économique, celui-là. Vous savez, on a parlé des parcs nationaux. Ce sont des mannes financières importantes avec le tourisme. Par conséquent, les gouvernements ne veulent pas que la communication soit davantage axée sur les attaques et autres. Il y a un peu ce voile par rapport un peu à ces difficultés-là. Mais est-ce que cela ne se comprend pas aussi? Parce qu'aujourd'hui, une zone où les gens ne se sentent plus en sécurité ne donne pas envie aujourd'hui pour se déplacer. Le Dakar que l'on connaissait, pas les arts, mais le rallye Paris-Dakar que l'on connaissait aujourd'hui, qui passait par la zone Sahel jusqu'au Sénégal, la capitale à Dakar. Aujourd'hui, avec la situation dans le Sahel, aujourd'hui, on l'a amené dans d'autres pays à travers le monde. Est-ce que là aussi, ce n'est pas de bonne guerre dans la mesure où ces États-là savent si ces attaques en tout cas sont relayées ou bien si aujourd'hui c'est ce qui est mis en avant, ça peut aussi impacter négativement par rapport aux retombées qu'ils peuvent avoir de ce tourisme-là. Bon, mais forcément, je pense que vous avez parlé du cas du Dakar, mais bon, je pense que c'est une fuite en avant. Je n'ai rien contre les organisateurs de ces types de manifestations sportives, mais on a vu l'exemple de ce qui est arrivé en Arabie Saoudite cette année avec l'attentat dont on a parlé. Par conséquent, on ne peut pas déplacer un problème. Il aurait fallu, avec tout ce que, par exemple, ce type d'organisation sportive a pu faire, en tout cas pour, je ne sais pas s'il y a un effet bénéfique pour nos pays, mais au moins, il y avait chaque année un parcours qui était respecté au niveau de la Mauritanie, du Mali et autres. Il y avait cette volonté d'exotisme. Les gens voulaient voir un peu les dunes, le sable, le désert et autres. Bon, mal leur en fait. S'ils décident de changer pour aller en Patagonie, en Amérique latine ou ailleurs pour disons, aller dans leur rêve fou d'aventure, tant mieux. Mais pour nos pays, le plus important, c'est de faire en sorte que toutes ces zones, et puis vous savez, ce sont des zones paradisiaques. Vous savez, les zones des frontières, vous avez parlé de la zone des cascades là, mais ce sont des endroits tellement magnifiques. Au niveau de Kédougou, par exemple, dont madame a parlé également, ce sont des endroits tellement bien, mais où effectivement l'économie locale souffre tellement, non pas du désintérêt de l'État central, mais de leur éloignement par rapport au centre de décision. C'est ce qui fait qu'effectivement cela nourrit les pratiques terroristes. Cela encourage également les jeunes à aller vers certains types de dérives. Maintenant, ce qu'il faudrait aux États, de faire en sorte que l'économie locale puisse être davantage aidée et que les jeunes, en tout cas les jeunes et les femmes, puissent être davantage aidés pour qu'il y ait une économie résiliente et que les populations puissent tirer profit des ressources naturelles. Et par rapport à cette question, est-ce que aussi tous ces problèmes-là combinés ne pourraient pas aussi servir de terreau fertile aux groupes extrémistes violents ou bien de porte d'entrée? Oui, il faut reconnaître au fond qu'il y a un lien indissociable entre l'extrémisme violent et le terrorisme, parce que l'extrémisme violent le terrorisme se nourrit de l'extrémisme violent. Et juste pour donner l'exemple du Sénégal, je pense que au niveau de la zone de Kédougou, avec l'exploitation des mines, il y a une aberration au niveau de cette zone, où c'est une zone qui est censée être très riche, avec de l'or et avec avec toutes ces populations qui viennent des pays comme le Nigeria, le Burkina, en plus des Sénégalais, des Maliens et des Guinéens. Donc on a une paupérisation, on a un trafic là-bas, avec, comme vous l'avez dit tantôt, les motos, les camions, donc qu'on appelle entre guillemets maliens, qui traversent tout le Sahel, qui se retrouvent là-bas. Donc c'est une bombe latente. Aujourd'hui, la vraie question, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces populations? Je pense que l'État du Sénégal... Par rapport à cette question aussi, l'État du Sénégal commence, en tout cas tente d'y apporter des solutions avec certaines politiques sociales. Voilà, ouais, le PUDC, d'autres politiques sociales. Non, le PUDC, c'est surtout pour la zone sud. Je pense qu'au niveau des frontières, ce que le Sénégal a mis, c'est surtout les cases de citoyenneté et de bon voisinage. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le SICO qui a mis au niveau des 14 pays, donc on a des 14 régions, excusez-moi, les comités régionaux, en fait, qui font office, en fait, de mesures donc préventives. Vous avez parlé tout tôt du G5 Sahel, mais vous avez oublié qu'au niveau aussi de la CEDEAO, on a l'alerte précoce, le early warning aussi, qui est en train, bon, bien qu'on n'ait pas encore, mais c'est des points focaux. Des points focaux, donc
donc dans tous les pays. Donc, effectivement, ce que les gens ont oublié, surtout dans cette gestion de l'extrémisme violent versus terrorisme, c'est les Peuls, il ne faut pas oublier qu'on a, donc, que ce sont des populations nomades qui vivent de l'élevage et donc qui viennent du nord de l'Afrique de l'Est, donc en passant par le Sénégal et donc qui vont vers la Guinée. Et donc tous ces conflits, donc éleveurs, agriculteurs qu'on trouve aujourd'hui au sud du Sénégal, parce qu'on a un rapport d'Oxfam qui nous montre que sur 50% des conflits réglés au niveau avec les autorités judiciaires dans la zone sud, c'est des conflits fonciers. En général, ces conflits fonciers, ça nourrit en fait ces sentiments d'injustice, parce que c'est le sentiment d'injustice sociale qui mène quelqu'un vers l'extrémisme violent. Et c'est incompris, donc, qui sera vulnérable, et ces autres émigrés, parce que aussi j'ai parlé en fait des autres Africains, des autres émigrés, des réfugiés aussi qui se retrouvent là-bas, qui se retrouvent en travail forcé. On a une prostitution, on a une exploitation, excusez-moi, sexuelle et également le travail des enfants, mais également qui se retrouvent dans un cercle vicieux parce qu'il faut rembourser un prêt qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Donc tout ça font qu'au niveau donc, de ces zones, comme il faut le dire, on a une bombe avec ces jeunes qui sont censés donc être après extrémistes parce que c'est des incompris. Ils vont se retourner contre les populations, les sociétés, parce que quand même, ils sont quand même victimes, entre guillemets, de la société en général qui n'a pas su les protéger. Parce qu'au fond, donc, le rôle régalien d'un État, c'est de prendre en charge la sécurité globale de ces populations. Donc, si on n'arrive pas à prendre en compte la sécurité des populations africaines qui se retrouvent au niveau des frontières avec toutes ces frustrations, cette corruption, parce que cette frustration, en fond, c'est sous un lit de corruption. Donc, c'est cette corruption-là qu'il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre la malgouvernance, contre aussi, parce que tous ces problèmes, ces litiges fonciers, ce sont ces problèmes-là qui ont fait qu'on enregistre ces conflits intra- et intercommunautaires dans la zone des 3 frontières, au niveau du lac Tchad, mais ne pas occulter aussi le rôle du changement climatique, parce qu'avec la rareté donc, des points d'eau, donc de ces ressources, donc ils viennent aggraver en fait donc, ces sentiments d'injustice sociale au fond, et ces populations ont de plus en plus, seront plus sensibles, plus vulnérables et seront plus aptes à être enrôlés et recrutés par des groupes terroristes. Aujourd'hui, ne faudrait-il pas pour les États côtiers en tout cas, pour mieux analyser le mode d'expansion du terrorisme en allant aujourd'hui au-delà de la multiplication des attaques et comprendre même le fonctionnement aujourd'hui des activités non visibles. Tout à l'heure, vous en avez cité quelques-unes de ces activités, la corruption comme d'autres activités qui peuvent se passer à la frontière, l'exploitation aujourd'hui qui peut se passer là-bas, la traite d'êtres humains et tout. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas penser autrement ou bien penser globalement aujourd'hui cette question pour ces États côtiers pour mieux miser dans la prévention, même si aujourd'hui ils enregistrent quelques attaques déjà? Bon, mais comme le dirait l'autre, il faudrait peut-être penser globalement et agir localement. De toute façon, il est évident que la gestion des frontières requiert, en tout cas de la part des États, disons, en tout cas beaucoup de perspicacité, parce qu'il est très difficile, effectivement, par rapport à des populations qui sont très mobiles, qui bougent beaucoup, de pouvoir éventuellement mettre en place des activités pérennes qui puissent quand même assurer un développement local. Mais sinon, on a pu voir avec le G5 Sahel des initiatives qui ont plus ou moins donné quelque chose. Je parlais du programme d'investissement prioritaire. Même si, effectivement, il y a beaucoup d'actions qui n'ont pas été suivies des faits, on a pu voir des initiatives dans l'hydraulique, rural, on a pu voir l'aménagement dans l'énergie renouvelable et autres. Des jeunes, des femmes. Exactement. Maintenant, pour les pays côtiers, il faudrait s'inspirer de ce qui n'a pas marché dans d'autres domaines et essayer de voir comment faire de manière concertée, de manière conjointe, comment prendre en charge de part et d'autre des frontières, toute la gestion donc de ces écosystèmes-là pour assurer en tout cas aux populations locales un meilleur vivre, comme ça assurer un développement endogène.
Et Madame Ndiaye, sur une dernière question, plusieurs personnalités politiques et sécuritaires de premier plan avaient mis en garde depuis un peu plus d'une année par rapport au golfe de Guinée, faisant savoir aujourd'hui que le golfe de Guinée était dans le viseur aujourd'hui de ces groupes terroristes. Aujourd'hui, c'est arrivé, on a vu des attentats enregistrés au Bénin, des attaques plutôt enregistrées au Bénin ou bien au niveau du Togo. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi parce que ces deux pays dans le golfe de Guinée semblent représenter aujourd'hui le maillon faible de cette zone? Bon, maillon faible parce qu'il faut... Surtout en matière, parlant de maillon faible, au-delà de la superficie, surtout également par rapport aux moyens logistiques aujourd'hui, la vétusté déjà des moyens logistiques dont disposent ces deux États-là, avec aussi des armées d'11 100 aujourd'hui hommes et du matériel quand même qui n'est pas aujourd'hui comme ce matériel qu'utilisent ces groupes terroristes-là. Il faut dire que les groupes terroristes ont toujours été en avance du point de vue information et du point de vue aussi utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense que ce serait une erreur, en fait, de penser que ces deux pays, que sont le Bénin et le Togo, ont été attaqués parce que, entre guillemets, si je comprends bien votre question, les armées n'ont pas été à la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience a non, pas à la hauteur. Tout à l'heure, Karim a dit une chose importante, c'est-à-dire par rapport aux expériences, c'est-à-dire c'était annoncé depuis un peu plus d'une année, c'est-à-dire par rapport à la prévention en fait, comme le font aujourd'hui beaucoup de pays, c'est-à-dire miser d'abord par rapport à la prévention, surtout au niveau de ces frontières-là, avec ces pays qui, on le sait, étaient déjà très affectés, un pays comme le Burkina, un pays comme le Niger, un pays comme le Nigeria. Oui, je pense que M. Diakhaté l'a dit tantôt, ces pays ont mis en place des stratégies de prévention, comme le Sénégal est en train de le faire. Mais au fond, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas occulter que les terroristes aussi, ils sont en avance par rapport aux États. Du point de vue, comme je l'ai dit tantôt, communication, mais également par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qui ne marche pas avec nos États. Des terroristes en avance avec nos États, d'où la nécessité aujourd'hui pour ces États de voir comment agir ensemble, une synergie d'action, coordonner aussi les actions au niveau régional et pourquoi pas même au niveau panafricain aujourd'hui pour mieux faire face et développer des solutions endogènes face à la menace terroriste que nos États connaissent aujourd'hui. Nous en sommes malheureusement à la fin de cette émission. Merci encore, Dr Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal. Merci, monsieur Sow. Merci, monsieur Diakhaté. Merci également, Abdou Karim Diakhaté, journaliste, analyste politique, directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci, Daouda. Merci, madame. Merci également à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.